Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Alain de Benoît. Bonjour. Alors vous êtes écrivain, vous êtes philosophe, vous êtes éditorialiste au magazine Éléments et vous êtes l'auteur d'une centaine de livres dont Ce que penser veut dire, Contre le libéralisme, la société n'est pas un marché ou encore L'exil intérieur, carnet intime aux éditions Crisis. Et votre dernier livre s'appelle Nous et les autres, l'identité sans fantasme aux éditions du Rocher. Alain de Benoît, vous êtes considéré comme le maître à penser de la nouvelle droite. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce mouvement de pensée de la nouvelle droite? C'est à la fois très simple et très compliqué, parce que la nouvelle droite n'a jamais été une auto-appellation, si vous voulez. C'est une expression qui a été inventée il y a longtemps maintenant, en 1979, pour désigner un courant de pensée qui était apparu en réalité 10 ou 11 ans plus tôt. Donc c'est ce que je viens de dire, c'est un mouvement de pensée, c'est une école de pensée, c'est un think tank, comme le disent les Américains et les Anglais. Ce n'est pas un mouvement politique, ce n'est pas un parti politique, c'est un centre de réflexion culturelle, intellectuelle, idéologique, philosophique, voilà. Et donc vous faites partie de cette nouvelle droite, mais est-ce qu'aujourd'hui ce terme de droite, quand on sait que le clivage droite-gauche n'a jamais été aussi flou, est-ce que c'est toujours pertinent de parler de nouvelle droite ? Je crois que ce n'est plus très pertinent, c'est la raison pour laquelle je n'en aurais pas parlé si vous n'aviez pas commencé par le faire. D'accord. Donc vous me parlez de la nouvelle droite, je vous réponds, c'est une expression que j'emploie de moins en moins, qu'on est bien obligé d'employer parce qu'elle a son histoire, si vous voulez, mais qui ne m'a jamais véritablement satisfait, pour plusieurs raisons. La première, c'est tout simplement que ça donne nouvelle droite, ça donne une résonance immédiatement politique à un mouvement de pensée qui n'est pas politique et qui n'est pas un mouvement politique. Et deuxièmement, que ça renvoie à une notion très équivoque, parce que des droites, il y en a toujours eu beaucoup, elles étaient rarement d'accord entre elles, et vous avez raison de le dire, aujourd'hui, un clivage qui est en train de s'effacer de plus en plus. Et alors pourquoi il s'efface justement ce clivage entre la droite et la gauche ? Il s'efface parce qu'il est débordé par d'autres clivages. Pour prendre une image simple, le clivage gauche-droite, c'est un clivage horizontal. Vous avez d'un côté la droite, de l'autre côté la gauche, et puis entre les deux, un curseur qui vous dit à peu près l'état de l'opinion publique. Et à ce clivage horizontal se substitue aujourd'hui un clivage vertical qui oppose le peuple ou les classes populaires aux élites, la France périphérique, aux grandes villes mondialisées. Et ça, l'actualité en témoigne constamment. Et c'est ce qui, évidemment, réduit d'autant ce clivage gauche-droite. Alors, il n'a pas totalement disparu parce qu'il est rentré dans les habitudes, mais on voit bien quand on analyse les votes, les sondages, l'état de l'opinion, que ce n'est plus l'élément décisif. Et il y a un clivage dans votre livre, Nous et les autres, l'identité sans fantasme, c'est ce clivage entre les identitaires et ceux qui dénoncent donc le repli identitaire, justement. Oui, alors c'est une empoignade à laquelle on assiste en permanence, et qui a l'inconvénient de faire un usage un peu équivoque du mot identitaire. Parce que identitaire, c'est un adjectif finalement banal, et puis maintenant, c'en est venu à désigner une famille de pensées, donc on ne sait jamais dans quel registre on est exactement. Je dirais de façon plus simple qu'il y a d'un côté des gens qui pensent que l'identité c'est quelque chose d'important, quelle que soit l'idée qu'ils s'en font, et puis des gens qui pensent que c'est pas très important, c'est plutôt rétrograde, archaïque, c'est une façon de s'enfermer, de tenir les autres à l'écart, avec cette variante que il y a aussi des gens qui pensent que l'identité ça se construit à la demande, on peut en changer comme de chemise. Voilà, donc, les nouvelles identités postmodernes, on en reparlera. Oui.
Et justement, depuis 15 ans, donc vous dites l'identité est revenue dans le débat public, et vous écrivez donc dans votre livre « Nous et les autres », l'identité est proprement vitale, sans identité, on n'est rien, mais l'identité est toujours complexe, ce qui la fait apparaître comme floue. L'erreur consiste alors à croire que si elle est floue, c'est qu'elle n'est pas vraiment vitale, ou à l'inverse, que si elle est vitale, il est impossible qu'elle soit floue. Donc cette identité, elle revient dans le débat public justement parce qu'on a essayé de la nier. Alors, elle ne revient pas, elle ne fait pas retour. Vous l'avez dit, tout le monde le dit, ça revient en force. Non, ça apparaît, ça surgit. Parce que autrefois, on parlait pas tellement de l'identité, ça existait, mais c'était pas un problème. Dans les sociétés traditionnelles, l'identité ne pose pas grand problème. Les gens savent très bien qui ils sont, de qui ils sont le fils, le métier qu'ils font, le milieu social qui est le leur, etc. C'est avec la modernité que commence toute une série de fluidisation, si l'on peut dire, de la société, de déracinement. Vous avez l'exode rural, vous avez toutes les transformations sociales du monde moderne. Et l'identité, elle s'effrite un petit peu. Les gens ne savent plus très bien ce qui se passe. Et il y a deux phénomènes qui, à date récente, vont accentuer cette tendance. D'une part, évidemment, il y a l'immigration, c'est-à-dire que la population française s'est rapidement trouvée confrontée ou en présence d'une immigration de peuplement qui est porteuse de valeurs, de sociabilité, de références culturelles et religieuses autres, tout simplement. Donc, c'est une sorte de défi lancé à l'identité des gens qui étaient là avant, tout simplement, avec un risque d'ailleurs, c'est qu'ils se définissent de manière purement négative, en disant nous, on n'est pas immigrés, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Et puis les définitions négatives, c'est toujours très limité. Alors maintenant, la formule que vous avez citée, oui, je crois qu'elle est très importante, c'est à la fois vital, parce que si on n'a pas d'identité, on n'est pas grand-chose, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va, on ne sait pas qui on est. Et vous savez bien qu'aujourd'hui, les cabinets de psychiatres, de psychologues, de psychanalystes sont encombrés de gens qui souffrent de troubles de l'identité. Et puis alors l'autre facteur, c'est que le brouillage, parce qu'au fond, c'est bien le brouillage qu'il s'agit, n'a cessé d'augmenter du fait de la déferlante de toutes sortes d'idéologies qui tendent à effacer les distinctions. Pour se repérer dans la vie, il faut qu'il y ait des distinctions élémentaires. Distinction entre les parents et les enfants, distinction entre les hommes et les femmes, distinction entre les citoyens et les non-citoyens. Or, actuellement, vous avez un mouvement de déconstruction de ces distinctions au nom de la fluidité, de l'idéologie trans, etc., qui vise à supprimer toutes les limites, toutes les frontières qui permettent de définir et de distinguer. Tout simplement, la distinction étant prise systématiquement et à tort comme synonyme de la discrimination. Et alors vous avez, c'est ce que j'ai appelé l'idéologie du même, c'est-à-dire cette idéologie qui exalte l'homogène, l'éradication des différences, la mêmeté, et qui croit que l'égalité implique la mêmeté. Ce sont des gens qui vous diront que les hommes et les femmes ne seront égaux que lorsqu'on ne pourra plus les distinguer. Donc, on va déconstruire, avec la théorie du genre, par exemple, la différence entre le masculin et le féminin. De même que l'on va déconstruire dans l'ordre social et géopolitique les frontières qui, jusqu'ici, avaient dans le passé, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins vrai, garanti l'identité des peuples, des nations et des cultures. Et justement, vous parlez donc dans ce livre, Alain de Benoît, Nous et les autres, donc d'identité, vous parlez de l'identité des peuples, et vous dites l'identité d'un peuple, c'est tout simplement son histoire. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est sa filiation. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'un peuple, et est-ce qu'un peuple se définit justement par son identité ?
Il y a plusieurs conceptions du peuple. Vous savez, pour renvoyer à l'Antiquité, vous avez démos, vous avez ethnos et vous avez populus. Alors, ethnos, c'est les sources ethno-culturelles. Démos, c'est l'élément politique. C'est le peuple en tant qu'unité politique. Et puis, populus, c'est plus déjà les classes populaires, c'est-à-dire du peuple au carré, en quelque sorte. Oui, je crois que la façon la plus simple, la plus économique, si l'on ose dire, de définir le peuple, c'est de renvoyer à son histoire. Mais évidemment, son histoire, on s'en aperçoit tout de suite, elle est complexe. Pour les uns, et c'est là où on va voir comment fonctionne l'identité. C'est-à-dire qu'on va privilégier subjectivement des éléments de cette histoire qu'on aime mieux, qu'on préfère, qu'on juge à tort ou à raison comme plus importants. Alors pour les uns vont vous parler de Clovis, Charles Martel et Jeanne d'Arc, les autres vont vous parler de Vercingétorix et des grandes révoltes populaires, les troisièmes vont vous parler de la Révolution, de la fête de la Fédération, de Robespierre et des droits de l'homme. Et en réalité, tout ça, c'est l'histoire de notre pays. Tout ça, c'est l'histoire de l'Europe. Et la difficulté, parfois, c'est d'assumer tout cela. Charles Péguy, qui avait très bien compris cette problématique, disait « j'assume tout ». J'assume tout. Oui, j'assume tout. Et justement, donc vous parlez d'identité européenne. Vous croyez à l'identité européenne, à un peuple européen? C'est deux choses un peu différentes. Il n'y a pas de peuple européen actuellement, ou plutôt, il y a des peuples européens. Mais on ne peut pas exclure qu'à l'avenir, il apparaisse un peuple européen. Vous savez, il faut voir... je me souviens de discussions avec des amis souverainistes qui me disaient « Bah oui, mais alors t'es pour l'Europe, mais il n'y a pas de peuple européen. » Je leur ai dit « Oui, mais vous êtes pour la France. Et quand en France, la nation a été créée par l'État et le peuple a été créé par la nation. C'est-à-dire quand l'État français commence à naître, il n'y a pas du tout de peuple français. Et ça s'est fait lentement. Je vous rappelle pour mémoire qu'à la veille de la Révolution, la majorité des Français, des habitants de la France, ne parlent tout simplement pas le français, mais différentes langues parlées, dialectes régionaux, etc. Donc, je pense que dans des circonstances exceptionnelles, catastrophiques, un peuple européen pourrait parfaitement exister, mais qu'en tout état de cause, aujourd'hui, il y a des peuples européens qui ont leurs histoires propres, leurs spécificités nationales, mais qui ont aussi un certain nombre de points communs. Et ceux qui en doutent, qui voyagent un peu dans le monde, et ils verront à quel point les Européens sont perçus comme tels. Quand vous êtes au fin fond de l'Inde, on ne vous demande pas si vous êtes suisse, irlandais ou espagnol, mais vous êtes européen, quoi. Oui, ça existe. La civilisation européenne, la culture européenne, ça existe depuis des millénaires, et quelque chose n'existe pas pendant des millénaires sans laisser quand même quelques traces, fort heureusement. Et justement, dans ce peuple européen, il y a évidemment une religion qui est la religion chrétienne. Vous, ce que vous dites, elle est importante dans l'identité évidemment européenne, mais l'identité européenne ne se limite pas à la chrétienté. Ça me paraît l'évidence même. C'est ce qui me fait réagir un peu négativement à l'idée que je trouve par ailleurs sympathique quand on parle de racines chrétiennes. Faut savoir le sens des mots. Quand vous parlez de racines, c'est ce qui va au plus profond. Alors ça voudrait dire qu'il n'y a pas de peuple européen, de culture européenne avant l'apparition du christianisme, ce qui est évidemment pas soutenable. Vous avez l'immense culture gréco-romaine qui, pour des raisons purement chronologiques, se développe à une époque où Jésus n'est pas encore né. Puis vous avez toutes les autres branches, les Celtes, les Germains, les Baltes, les Slaves, tout ce qui a constitué l'héritage indo-européen, et puis d'une manière générale, les religions, les spiritualités, les philosophies européennes de l'Antiquité. Et je crois que si on veut parler de racines, il faut aller dans l'Antiquité, ce qui n'est pas pour diminuer l'importance
du rôle joué par le christianisme ensuite dans l'histoire de l'Europe. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le christianisme justement a digéré tout cet héritage? Par exemple, saint Thomas avec Aristote, en fait, il a assumé cet héritage avant donc la révélation, pour finalement le faire chrétien. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, évidemment. D'abord parce que je ne veux pas rentrer dans l'histoire de la philosophie, mais enfin, vous savez que lorsque saint Thomas annexe Aristote, recherche chez Aristote des choses qui puissent servir son propre discours, il innove. Aristote avait plutôt été condamné par différents conciles. À l'époque, on préférait Platon. Vous voyez, bon, non, ça c'est un détail. Je sais bien, beaucoup disent finalement le christianisme a repris ce qu'il y avait de meilleur dans le paganisme, c'est-à-dire ce qu'il y avait de plus chrétien. Ça veut dire qu'il a quand même laissé beaucoup de choses, parce que sans ça, il n'y aurait pas de différence entre le paganisme et le christianisme. Je ne crois pas que saint Thomas ait repris le culte de Jupiter, d'Apollon ou d'Odin, n'est-ce pas? Non, je crois que l'Europe est duel de ce point de vue-là, et qu'il faut l'accepter, que l'on soit païen ou que l'on soit chrétien. Il y a eu une grande époque où ça s'est beaucoup mélangé, c'était l'époque de la religiosité populaire du Moyen-Âge, qui est nominalement chrétienne, mais qui fait une très large part aux survivances païennes, du point de vue des lieux, de la sacralité des lieux, de la conception du temps, des pèlerinages, des sanctuaires, et de toutes ces choses-là, toutes choses que l'Église par la suite d'ailleurs dont elle a essayé plus ou moins de se défaire, ce qui à mon avis était de sa part tout à fait suicidaire. Et on arrive au résultat actuel, c'est que vous avez en France à peu près 2 ou 3% de pratiquants réguliers, ce qui est absolument dérisoire, quand on parle justement de cet héritage. Donc la moindre des choses, c'est de considérer qu'il y a une crise. Oui, ça, je pense que peu de personnes le nient. Dans votre livre, donc Alain de Benoist, Nous et les autres, vous dites, donc on a parlé du peuple, et on a parlé aussi des identités, et ce que vous expliquez, c'est qu'une identité ne se construit évidemment jamais seule, et vous parlez d'une identité dialogique. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'une identité dialogique? Alors, il ne faut pas être prisonnier du terme. Un de mes amis disait, mais l'identité, le rapport à l'autre, c'est pas toujours dans le dialogue, ça peut être aussi dans l'affrontement. Il avait tout à fait raison. Le rapport dialogique, ça concerne aussi bien le sympathique dialogue que l'affrontement acharné. Ça veut dire simplement que vous n'avez pas d'identité si vous êtes tout seul. Robinson Crusoe, sur son île, il est personne. Il devient quelqu'un le jour où vendredi arrive. Je ne dis pas ça parce nous sommes aujourd'hui vendredi, bien sûr. Vendredi de carême. Voilà. Donc... l'homme est un animal social, pour parler comme Aristote, dont vous citiez le nom à l'instant. On ne peut pas envisager l'homme en soi. L'homme distingué d'un rapport social, de ses appartenances, de son héritage, d'un contexte. Toute situation implique un contexte. Et par conséquent, vous n'avez pas d'identité tout seul, vous avez toujours une identité par rapport à l'autre. Et c'est d'autant plus vrai qu'il y a une grande distinction que tous ceux qui ont travaillé sur l'identité connaissent bien, évidemment, c'est la distinction entre l'approche objective et l'approche subjective de l'identité. Vous avez une identité, vous, comme moi, comme tout le monde, qui comporte d'innombrables facettes. Identité ethnoculturelle, identité nationale, identité professionnelle, identité sexuelle, identité politique, sociale, éventuellement religieuse, philosophique, politique, etc. Et certaines de ces facettes vous paraissent plus importantes que d'autres. Vous estimez spontanément qu'elles vous définissent mieux. Et c'est à partir de là que vous allez déterminer vos dilections, vos sympathies, les gens avec qui vous vous trouvez bien, parce que vous partagez cette même facette, vous vous retrouvez là-dessus. Si c'est vos opinions politiques ou vos options religieuses, vous allez évidemment vous sentir mieux avec des gens qui les partagent, avec des gens qui ne les partagent pas. Et ça, c'est très important dans la définition de l'identité que cette approche subjective.
Oui, tout à fait. Et justement, vous parlez de l'identité qui a été diabolisée. On l'a comparé à un carcan, que finalement, lorsqu'on avait une identité précise, on excluait les autres identités. Alors que vous dites, l'identité n'est pas ce qui ne change jamais, mais au contraire, l'identité est ce qui nous permet de changer sans jamais cesser d'être nous-mêmes. Oui, donc en fait, l'identité je crois que ça, nous rend c'est libre. vraiment un point très très important, parce que beaucoup de gens se font une idée un peu essentialiste de l'identité, en disant l'identité, c'est l'élément de permanence qui ne change jamais, etc. Non, l'identité, c'est ce qui nous permet de changer chaque fois que nécessaire. Et dans la vie, il y a beaucoup de changements qui se passent tout en restant nous-mêmes. Exactement de la même manière, vous le savez, que toutes les cellules qui constituent votre corps vont être renouvelées au cours de votre vie, ce qui fait que vous aurez été entièrement renouvelé, mais ce sera toujours vous. Donc c'est très intéressant, et je crois que là il faut avoir une vision un peu plus dialectique de l'identité. Encore une fois, il y a toujours un rapport social et un rapport à l'identité des autres, et l'attitude que vous rapportiez à l'instant de ceux qui voient dans l'identité l'enfermement, l'exclusion, la régression, etc., qui sont des gens qu'on trouve entre guillemets plutôt à gauche en général, elle a aussi son équivalent à droite. Faut pas l'oublier dans la critique des communautés et du communautarisme, car qu'est-ce qu'on reproche au communautarisme? C'est d'être agressif, de vous enfermer, de vous interdire, n'est-ce pas? Donc c'est exactement la même chose, et c'est assez curieux de voir ça. De la même manière que vous avez à gauche des tas de gens qui vous disent les races n'existent pas, il faut faire en tout cas comme si elles n'existaient pas. Bon, ce qui est assez étrange, hein. C'est ce que disait Elisabeth Badinter, il faut être indifférente. Moi, je suis indifférente aux différences. C'est la tactique de l'autruche, n'est-ce pas? Je me mets la tête dans le sable, cacher ce sein que je ne saurais voir, cacher ces différences dont je ne veux pas entendre parler. Bon, mais finalement, à la droite, vous avez la même attitude. Là, c'est plus vis-à-vis des races, mais vis-à-vis des communautés. Il y a toujours à droite des gens pour dire faut interdire les communautés, on ne doit reconnaître aucune communauté, comme d'autres disent faut interdire les races. Le problème, c'est que, pas de chance, les races et les communautés, elles existent tellement peu qu'on les voit sans cesse tous les jours. Voilà. Et vous parlez, donc votre livre, c'est Nous et les autres. Et les autres, ce que vous expliquez, c'est qu'elles permettent la pleine conscience de soi, passe par la reconnaissance d'autrui. Donc oui, finalement, les autres ne sont pas forcément des ennemis, mais ce sont seulement des gens qui nous renvoient à notre propre identité. Les circonstances peuvent en faire d'eux des ennemis. Elles peuvent aussi faire d'eux des alliés. Tout est affaire précisément de circonstances. L'idée un peu simplette consiste à dire « nous c'est bon et puis les autres c'est pas bon ». Là, vous n'allez pas très loin dans la vie réelle avec ce genre de choses. Mais justement, vous dites « nous et les autres » Alain de Benoît dans votre livre, et vous êtes opposé à cet universalisme chrétien, sinon vous auriez écrit juste nous, parce que l'universalisme chrétien c'est juste nous, l'autre est un frère, donc en fait c'est nous aussi. C'est un autre plan. Il est certain que théologiquement parlant, le peuple de Dieu n'a pas de frontières. Puisque s'il y a un seul Dieu, tous les hommes sont appelés à l'adorer et à lui rendre un culte, donc les frontières s'effacent. C'est la base de l'universalisme chrétien, mais on ne va pas reprendre cette querelle qui nous emmènerait, nous conduirait à rester à ce micro pendant quelques heures. On vous réinvitera. Ouais. Oui, donc vous ne croyez pas donc à cet universalisme chrétien, c'est-à-dire qu'il y a les gens ont leur propre identité et chacun, en fait, finalement, exprime son identité. Je crois plus en fonction de son histoire. Que tout dépend de la façon dont on envisage le rapport entre le particulier, spécifique, et l'universel, que je ne confonds pas avec l'universalisme. Moi, je pense qu'on appartient à une culture et on est universel dans la mesure où on lui appartient encore plus. Tandis que si l'on pose d'abord l'universel, en disant il y a un homme abstrait, un homme hors sol, qui n'est spécifié par aucun trait de langue, de culture, d'histoire, et puis après, c'est-à-dire on est homme d'abord et après seulement on est français, espagnol, italien, allemand, etc. Non, je crois que c'est l'inverse. L'inverse, c'est que nous appartenons à l'humanité par la médiation d'une culture. Cervantes est d'autant plus universel qu'il est espagnol, Goethe est d'autant plus universel qu'il est allemand, Dante, même chose pour l'Italie, et ainsi de suite.
Et donc voilà, c'est les autres, donc nous et les autres, et donc nous sommes tous frères, mais chacun donc a cette distinction. Et surtout, nous nous retrouvons tous au-delà de nos différences pour éventuellement combattre ensemble ceux qui veulent nier toutes les identités, c'est-à-dire non seulement la nôtre, mais également celle des autres. Et justement, il y a de nouvelles identités qui sont apparues dans le monde libéral. On rappelle que vous avez écrit un livre aussi contre le libéralisme, La société n'est pas un marché, en 2019 aux éditions du Rocher. Vous êtes très critique du monde libéral et de ces nouvelles identités postmodernes. Donc on les connaît, les personnes déconstruites, les bigenres, les asexués. Vous parlez des femmes à barbe aussi notamment. Comment ces nouvelles identités se sont imposées aujourd'hui, déjà en premier lieu dans l'espace médiatique, puis après en fait dans le quotidien des Français. Comme vous l'avez constaté, ça a été très vite. Au départ, tout ça vient de l'autre côté de l'Atlantique. C'est sur les campus américains que l'idéologie indigéniste, wokiste, etc. s'est greffée en héritant à la fois des problématiques sociétales américaines qu'on a essayé de transplanter abusivement en Europe et du vieux puritanisme américain qui a donné un néo-féminisme hystérique que vous connaissez également. Et alors on voit apparaître effectivement des gens qui aujourd'hui, moi je décide de mon identité. L'identité, c'est une construction sociale. C'est-à-dire que ce sont des gens qui reprennent la vieille idée moderne que rien n'est hérité, que tout est construction à partir de rien, qui est une idée que l'on retrouve dans l'anthropologie libérale. L'homme libéral, c'est l'homme qui détermine ses choix sans être influencé en quoi que ce soit par ce qui est en amont de lui-même, c'est-à-dire ses appartenances, son héritage. Et aujourd'hui, ça arrive à des choses caricaturales. Alors, je suis une femme, je veux être un homme. Je suis un homme, je veux être une chèvre. Je veux dire, il n'y a pas de raison de s'arrêter là. Et les gens croient... Alors, dans l'identité, c'est évident qu'il y a une part de construction sociale. Mais la construction sociale n'est jamais quelque chose qui s'effectue à partir de rien. Et la construction sociale, d'autre part, ne se change pas à volonté. Donc on retombe là sur un des grands traits les plus détestables de la société actuelle, qui est, encore une fois, ce que j'appelle l'idéologie du même, mais qu'on pourrait appeler l'idéologie de l'hybridation, de la fluidité, de la transgression, de l'indistinction. Voilà. Oui, il y a un creux, il y a un manque d'identité et les personnes pensent qu'elles peuvent créer leur identité eux-mêmes. Or, les gens manquent d'identité parce qu'ils manquent de repères, et au lieu de leur donner des repères, on s'emploie à déconstruire les derniers de ces repères. Voilà pourquoi ça devient de plus en plus difficile, et voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Oui, Nous et les autres aux éditions du Rocher. Et Alain de Benoist, vous parlez aussi du néo-racialisme identitaire. Vous parlez du retour du mot race dans l'espace public, mais qui ne vient pas de la droite ou de l'extrême droite, mais plutôt justement de la gauche et de l'extrême gauche, qui parle donc de personnes racisées. Aujourd'hui, quelle est la place de ce terme dans l'identité et pourquoi c'est autant tabou et pourquoi c'est en train de revenir ? C'est en train de revenir par l'intermédiaire de ceux qui se baptisent indigénistes, décoloniaux, etc., et qui centrent leur discours, là aussi c'est inspiré des États-Unis, sur la colonisation, les racisés, le racisme. Alors quand on parle des racisés, évidemment on parle de race. Par conséquent, le mot race prend dans leur discours une importance absolument capitale, ce qui est ironique, puisqu'au même moment, on vous dit que la race n'existe pas ou plus. Les uns vous disent c'est une illusion d'optique, et les autres vous disent c'est ce qui est absolument déterminant, parce que quand on ne veut pas voir les différences de race, alors on est aveugle à la discrimination raciale. Non, ce qui n'est pas totalement idiot d'ailleurs, mais il tombe dans l'excès inverse, c'est-à-dire que tout est ramené à la race avec une sorte de jonglage ou de jonglerie, je ne sais pas ce qu'il faut dire, où d'un côté on vous dit les races c'est une construction sociale, alors on ne sait pas d'où ça sort. Il y a un indigéniste, le nom m'échappe là, qui dit on ne naît pas noir, on le devient.
Hein. Ce qui est assez étrange. Je ne sais pas comment ça se passe dans sa tête. Il ne dit pas d'ailleurs comment on cesse de l'être. Enfin, vous voyez le genre de c'est l'identité construite. De calembredaine que l'on entend. Donc, les races existent sans exister tout en existant. Et là-dessus, on greffe un discours qui est fondamentalement impolitique, hein, mais qui aboutit à tout ce que nous voyons dans les publicités, dans les films, dans les trames de polar, dans les trames de séries télévisées. Cette idéologie mixomane, je dirais. Mixomane, qui a la manie du mixage, de l'hybridation, hein, qui est à la fois misogyne et misandre, qui veut supprimer les différences tout en exacerbant certaines. Enfin, c'est un discours fondamentalement contradictoire. Hein. Mais j'essaye de montrer tout ça dans le livre. Hein. Oui, dans votre livre, Nous et les autres, vous parlez justement, Alain de Benoît, de cette mixomane, de cette hybridation. Mixomanie. Et on parle aussi, vous parlez qu'il y a une identité avec qui on a du mal, enfin, où c'est autorisé, en tout cas, de critiquer, c'est l'identité donc européenne, blanche, on va dire. Et pourquoi cette identité... Attendez, je vous arrête, c'est pas du tout pareil. Hein, en tout cas, pas du tout dans mon esprit. Oui, l'identité européenne. Alors pourquoi aujourd'hui on a le droit... si vous parlez de l'identité blanche, vous englobez tous les blancs d'Australie, de Nouvelle-Zélande et des États-Unis, ce que je ne fais absolument pas. Moi, je parle de l'Europe, des Européens. Oui, de l'Europe, mais on pourrait dire même de l'Occident. C'est-à-dire qu'il y a aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande... Encore une fois, vous voyez, je vous coupe là, parce que je vous vois venir. Coupez-moi. Je vous vois venir. L'Europe et l'Occident, ce n'est pas pareil. Hein. Les populations extra-européennes venues de l'Occident, c'est une sorte de... je dirais pas de rebut, mais de gens qui ont rompu avec l'Europe, qui ont développé des modes de sociabilité, des idéologies totalement différentes, qui ne coïncident que très partiellement avec, je crois, ce qui fait la spécificité européenne. C'est pour ça que je ne me sens pas du tout solidaire de l'Occident, des Occidentaux. Moi, je suis un Français d'Europe et je me trouve bien en Europe sans aller chercher mon bien du côté de Melbourne ou de Las Vegas. Oui, c'est ça, ou de San Francisco. Donc cette identité, en tout cas, il y a une identité, on va dire, européenne, c'est on s'est autorisé, en tout cas, de la critiquer aujourd'hui en France, alors qu'il y a d'autres identités extra-européennes qui, elles, on ne peut pas les critiquer, et puis même, il faut plutôt les exalter. Bien sûr. Alors comment se fait-il ? Comment se fait-il ? Je veux dire, comment se fait-il ? Ne vous faites pas plus naïf que vous ne l'êtes, vous le savez bien. Il y a tout un tas de courants idéologiques aujourd'hui qui veulent que l'Europe oublie son passé, fasse repentance, considère qu'elle n'a fait dans son histoire que des choses abominables et qui par conséquent exalte l'identité des autres au détriment de notre identité. Hein. Mais justement, je crois qu'il ne faut pas se calquer sur ce discours. C'est-à-dire, il ne faut pas faire de prendre simplement le contre-pied, hein, c'est-à-dire de substituer un manichéisme ou un utilatéralisme, un manichéisme en sens contraire, hein, et de dire, ils veulent exalter l'identité des autres et condamner la nôtre, on va exalter la nôtre et condamner celle des autres. Non, je veux dire, les autres ont aussi droit à leur identité, comme n'importe quel peuple, mais il n'y a aucune raison de ne pas le mettre, de ce point de vue-là, sur pied d'égalité. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup Alain de Benoît. Donc on rappelle le titre de votre livre, Nous et les autres, l'identité sans fantasme, aux éditions du Rocher. Puis on rappelle aussi, vous êtes toujours éditorialiste au magazine Éléments, avec François Bousquet, qu'on reçoit ici tous les mercredis. Qui fête cette année son 50e anniversaire. Ah, et ben on le fait pas rien. Et c'est quand ? Vous savez quand c'est à peu près ? C'est dans quelques mois, mais vous pourrez à ce moment-là faire appel à un éminent chroniqueur de Radio Courtoisie qui est François Bousquet, puisqu'il est également le rédacteur en chef d'Éléments. Éléments, tout à fait. Écoutez, on lui souhaitera. Et on rappelle le titre de vos autres livres aux éditions du Rocher, notamment Ce que penser veut dire et Contre le libéralisme, la société n'est pas un marché, ou encore L'exil intérieur, carnet intime, qui est aux éditions Crisis. Merci beaucoup Alain de Benoît. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.